Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de On Jase là, l'émission où on discute de nouveaux sujets à chaque semaine avec mes fidèles collaborateurs, Marc-André. Salut Sam. Rosemary. Allô. C'est Samuel qui est au micro cette semaine et nous recevons Patrice Sénécal. Bonjour. Salut. Tu vas venir nous parler en fait aujourd'hui d'architecture. Ben oui, je viens vous parler d'architecture. Je suis stagiaire en architecture depuis peu. Puis je trouve que c'est un sujet, en fait, c'est un sujet évidemment qui me passionne, mais qui est quand même assez méconnu, surtout au Québec. Puis on va pouvoir en discuter un peu plus longuement. On a bien hâte de t'entendre davantage. Mais tout d'abord, cette semaine, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc, cette semaine, on boit la bière La Milice de la brasserie Arsenal, située à Charette. Donc, c'est une Red Ale ou une Ale ambrée à 4,7% d'alcool. Je vais faire une petite mention spéciale, là, vous la voyez pas, mais je vais demander à Marc-André de mettre une photo de la bouteille de la bière sur notre page Facebook. Elle est si belle, c'est une bouteille toute en métal, je la trouve super originale. Moi, j'ai vraiment acheté cette bière-là pour ça, je dois l'avouer. Effectivement, très belle. Puis pour préciser, ça va être sur notre page Instagram, notre nouvelle page Instagram que je vous invite à liker à grand nombre. Exactement, merci. Donc, c'est une bière au reflet cuivré et ambré, puis au collet mince. Au nez, elle sent très peu si elle est froide, donc on est mieux d'attendre un petit peu qu'elle tiédisse. Une fois tiédie, on sent vraiment des notes de céréales rôties et de caramel. En bouche, on a vraiment des arômes de malt rôti caramélisé, puis légèrement fruité. C'est une bière qui est très peu amère, donc de 14 IBU. J'ai pas assez parlé des IBU depuis mon dernier épisode que j'avais dit que j'en parlerais. J'en ai pas assez parlé, donc 14 IBU. Puis c'est une bière qui est selon moi pas trop sucrée, je la trouve bien équilibrée. À mon avis, c'est une bière qui est très bonne. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire absolument, mais moi je l'ai trouvée très bien équilibrée. Donc moi je l'ai bien aimée. Le seul petit désavantage que j'ai trouvé, c'est que je l'ai trouvée un petit peu chère. Donc on parle de près de 6$ pour un peu moins de 500 ml. Donc ouais, un peu cher, mais outre ça, moi j'ai bien apprécié. Je l'aime bien, c'est assez dans mes cordes comme oui, bière. Oui, moi aussi, définitivement. Ça se voit très bien, ouais. Mm-hmm. Je trouve que c'est une belle bière d'introduction. L'amertume est vraiment faible. Oui. On sent qu'il y a justement, elle a conservé son sucre par rapport aux céréales rôties. Puis je trouve que justement, ça en fait une bière qui est vraiment facile d'approche là, pour, je suis tout à fait d'accord. Initier quelqu'un. Je pense que je commencerai avec une bière du genre. Excellent. Donc c'était la Milice de la brasserie L'Arsenal. Merci beaucoup, Rosemary. Donc, Patrice, je vais commencer en fait en te demandant l'architecture, comme on se l'imagine, parce que c'est un métier qui est quand même mythique, ça fait des millénaires qu'on construit des monuments toujours plus impressionnants les uns des autres et on associe souvent l'architecte à ces bâtiments-là. Puis on peut penser aux merveilles du monde. Puis, je me demandais en fait si aujourd'hui, la perception qu'ont les gens de ce métier-là est vraie ou plutôt biaisée. Je pense que la perception, en tout cas dans les médias, ou du moins dans les films, dans la culture générale, est assez biaisée. Là, si on parle d'émissions comme How I Met Your Mother, dans laquelle il y a un architecte qui semble jamais travailler, puis avoir un salaire démesuré qui lui permet d'avoir un appartement en plein milieu de Manhattan, on se fait une mauvaise idée de la profession. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui me posent des questions sur, bon, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai toujours voulu être un architecte, moi, mais j'ai jamais été assez bon en dessin ou en mathématiques. C'est vraiment toutes des... c'est tous des mythes qui stickent un peu à notre profession, qui devraient plus exister. Je vais essayer de vous démystifier un petit peu ça. En gros, là, c'est quoi la différence entre un architecte et un ingénieur? Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est trop cher de faire appel à un ingénieur aussi? Puis même, on réalise ça, en fait, au Québec. On a environ 1 ou 2% des bâtiments résidentiels qui sont conçus par des architectes. Si tu compares ça à plusieurs pays d'Europe, dont le Danemark, par exemple, on parle de 50 à 60% des bâtiments résidentiels qui sont conçus par des architectes. Là, juste pour... je voudrais juste vous rappeler qu'un bâtiment qui est construit au Québec doit être construit par un architecte, mais il y a des exceptions. Les exceptions étant les
les maisons unifamiliales, donc les maisons résidentielles qui sont isolées, donc qui n'ont pas de mur mitoyen comme un plex montréalais. Là, il y a une question de superficie, là, c'est un peu plus compliqué. Les établissements commerciaux, d'affaires industrielles qui sont moins de 300 mètres carrés aussi, on n'a pas besoin de faire appel à un architecte. Puis toute rénovation qui ne modifie pas la structure, l'usage ou les séparations coupe-feu, par exemple, tu n'as pas besoin de faire appel à un architecte. À ce moment-là, c'est seulement un ingénieur. Un ingénieur, je veux dire, va suffire pour cette tâche-là ou c'est quelqu'un d'autre, un entrepreneur? À ce moment-là, toi, si tu décides demain de te construire une maison, qui est une maison isolée en banlieue, tu as le droit de le faire. Tu peux dessiner tes propres plans, tu peux appeler n'importe quel contracteur, tu peux la construire par toi-même, puis ça, c'est pas un problème au niveau de la loi. Puis t'as pas besoin de faire approuver ces plans-là par qui que ce soit? Il faut effectivement que tu fasses passer le projet par le comité d'urbanisme, entre autres, pour avoir un permis de la ville. Donc là, c'est sûr que si on voit que tes plans ne tiennent pas debout, puis ça risque de poser préjudice, là, d'être dangereux, ils vont pas te donner le permis. Évidemment, c'est ce qui risque d'arriver. Mais donc, c'est quand même quelque chose qui est un peu problématique, à mon avis, parce que n'importe qui peut construire des bâtiments résidentiels d'une grandeur qui est quand même assez substantielle. Là, on parle de maison unifamiliale de 600 mètres carrés. C'est quand même grand. Là. La plupart des maisons résidentielles de banlieue dans lesquelles on a tous grandi sont beaucoup plus petites que ça. Donc, c'est un marché qui est énorme, qui n'est pas réservé aux architectes. Ça, j'allais dire justement, on vient tous de la banlieue, donc c'est vrai que la banlieue québécoise est reconnue pour avoir des maisons un peu copier-coller, que tu vas rentrer chez un ami qui est quelques rues plus loin, c'est la même chose, mais à l'envers. La maison et tout ça, est-ce que justement ça va être des grandes firmes qui vont construire ça? Est-ce que c'est, j'imagine, est-ce que ces firmes-là doivent avoir un architecte ou c'est juste, c'est ça, on voulait quelque chose de beau, bon, pas cher. Peut-être pas beau en fait, mais en tout cas de pas cher. Puis ça va être ça, puis that's it. Ben ça, c'est un gros problème. En fait, je pense que ça contribue au fait que la profession d'architecture soit pas très connue au Québec. Les gens ont presque toutes la même maison. Là. Je veux dire, toi, Marc-André, tu habites dans la même maison à toute fin pratique que notre amie Caroline ou Marie-Ève. J'habite dans la même maison que Philippe, un autre de nos amis. Je veux dire, c'est tous des modèles de maisons qui sont complètement identiques, comme que tu dis, et comme tu dis, ils sont juste en miroir. Ouais. Donc, ton voisin derrière a la même maison que toi. Ce qui est quelque chose qui ne devrait pas exister. En fait, quand tu habites quelque part, surtout dans une place comme au Québec, où le climat est tellement rude, je veux dire, on a un des pires environnements au monde dans lequel construire un bâtiment. On parle d'une différence de température de 80 degrés environ là, entre l'hiver et l'été. Pensez-y 2 secondes, il faut que ta maison elle soit pas trop chaude en été, pas trop froide en hiver. Comment tu vas faire une enveloppe, donc un mur extérieur qui fonctionne avec des conditions comme ça? Est-ce que ce serait justement un des facteurs, cette complexité-là, que de devoir comme construire des maisons qui correspondent à tant de critères, qui doivent respecter en fait autant de critères? Est-ce que justement ça ne devient pas comme un coût supplémentaire qu'on va préférer éliminer en répétant le même modèle à outrance? Bien, en fait, de répéter un modèle comme ça à outrance, selon moi, vient rajouter des coûts, entre autres sur le chauffage de ta maison, mais aussi sur son bon fonctionnement. Ça se peut pas qu'une maison au Québec, n'importe où dans le monde, soit exactement pareil comme la maison de son voisin d'en arrière. Si sa façade donne sur le nord versus l'autre donne sur le sud, le soleil, il va pas ensoleiller de la même manière, il va pas réchauffer ta maison de la même manière. Il y a des gens, le matin, qui vont avoir le soleil dans leur cuisine, ben le voisin d'en arrière, le soleil, il va être dans sa chambre. Il va pas avoir la même qualité de vie, puis en plus, la maison va pas être réchauffée de la même manière, donc on a des pertes d'énergie qui sont monstres. Donc, selon moi, de faire appel à un architecte, ça peut venir t'aider à prévenir ces problèmes-là. C'est une maison qui va être faite sur mesure, donc non seulement cette maison-là va être beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique, mais en plus, elle va être beaucoup plus fidèle à ton mode de vie. Dans le fond, on peut estimer qu'environ 25% de la superficie totale de ta maison est complètement inutile. C'est un chiffre qui est quand même souvent mis de l'avant. Donc,
si oui, faire appel à un architecte peut te coûter environ entre 5 et 20% du prix total d'un projet. On va faire une moyenne environ 10%. C'est pas énorme. Sur une maison qui coûterait, je sais pas, 200 000 $ à construire, en imaginant que le prix du terrain est le même de toute façon, que tu fasses appel à un architecte ou non, ben là, tu viens de te rajouter environ 20 000 $ pour seulement le travail de l'architecte. Après ça, si tu viens faire des économies d'énergie qui peuvent aller jusqu'à 20, 25, 30%, faites le calcul à long terme, ça peut valoir la peine. Mais en plus, comme je viens de vous mentionner, votre maison pourrait être 25% plus petite puis être tout aussi efficace puis complètement basée sur la manière que vous allez l'habiter. Mais concrètement, le travail de l'architecte, au final, tu me parles beaucoup d'efficacité de la maison, de sa situation, de son orientation. Au final, son travail, c'est quoi exactement? Comment ça se traduit concrètement? Ben ça, c'est une question qui est très large, en fait, puis c'est une des choses que je voulais démystifier. Donc, l'architecte fait beaucoup de choses. Juste pour vous donner une brève définition de l'architecture, là, l'architecture, en 3 mots qui datent d'il y a environ 2100 ans, qui ont été écrits par Vitruve dans ses 10 livres sur l'architecture. Vitruve était un architecte, donc lui, ce qu'il disait de l'architecture, c'est la solidité, l'utilité et la beauté. Donc, si tu veux définir c'est quoi l'architecture, tu as 3 beaux mots ici qui viennent te donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Le mot architecture vient du grec pour dire l'art ou le principe de couvrir. Donc, comment venir refermer un espace puis de faire en sorte que cet espace-là fonctionne. Donc, nous, on est vraiment, on est des artistes de l'espace. On parle souvent de l'architecture comme un art social ou même d'une science artistique. On a tendance à oublier que, comme le 7e art, on parle du cinéma, le premier art de cette liste-là, c'est l'architecture. C'est vraiment une discipline qui existe depuis toujours, qui est ancrée dans la matière. Donc, comment est-ce qu'on doit faire, en fait, pour partir avec des 2x4, des morceaux de bois, de gypse, de roc, name it, puis arriver à un bâtiment qu'on aime utiliser, qui est bon pour, dans le fond, qui est bon pour pouvoir y vivre, mais aussi qui est durable, qui est beau, etc., qui est solide aussi, surtout. Donc, l'architecte va commencer par faire, recevoir une commande d'un client. Donc, il y a une grande partie de son travail qui est en appel d'offres, en marketing, etc. Après ça, il va avoir une grande étude conceptuelle, artistique. Bon, quel genre de forme tu vas avoir, comment veux-tu qu'on vive à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais l'architecte fait beaucoup de choses aussi. Entre autres, il va être un grand coordonnateur. Donc, c'est lui qui est un peu chef d'orchestre du chantier, qui va venir parler à l'ingénieur, à l'arpenteur géomètre, qui va parler à l'électricien, au plombier, à l'architecte de paysage, etc. Donc, c'est un travail aussi beaucoup d'appels téléphoniques, d'appeler les fournisseurs pour recevoir les matériaux, etc. Donc, après ça, il va avoir aussi tout le travail de dessin, de plan, élévation, coupe, pour pouvoir envoyer, comme on a mentionné plus tôt, à la ville, obtenir les permis. Après ça, il ne faut pas oublier un plan. À quoi ça sert? Un plan, c'est une manière de communiquer au gars de la construction, hey, c'est le même qu'il faut le construire, le bâtiment, t'sais. Fait que pour dessiner un bon plan, il faut qu'il soit lisible, il faut qu'il soit beau, puis il faut que n'importe qui a jamais vu un de tes projets, qui a jamais lu, il te connaît pas du tout, t'sais. Il sait pas c'est quoi ton langage à toi, comment est-ce que toi, ton langage peut permettre à quelqu'un que tu connais pas du tout de construire un bâtiment de A à Z. Ben, il faut suivre une série de normes dans la mise en plan, etc., pour qu'on puisse comprendre bien comment faire ce bâtiment-là. Donc là, je passe sur plein d'affaires, mais le travail de l'architecte est quand même très, très vaste, là. Donc oui, il y a beaucoup de ce temps-là qui est passé, comme je disais, au téléphone, au comité d'urbanisme pour aller essayer de vendre à la ville ton idée, puis à se promener d'un client à l'autre, puis de gérer ta compagnie, de gérer, tout coordonner aussi l'économie du projet, combien ça va coûter construire tout ça. Mm-hmm. Donc c'est sûr que c'est pas un architecte qui peut faire tout ça, là. Dans un projet résidentiel, une petite maison, oui, effectivement, l'architecte va devoir
pas mal faire les trucs de A à Z, mais là on parle d'un projet de plus petite envergure, mais si on parle d'un gros bâtiment comme le CHUM, comme des projets énormes comme ça, ben là on a une équipe énorme d'architectes, de stagiaires en architecture, de technologues en architecture, etc. Qui vont tous travailler ensemble. Pat, j'ai une question pour toi. En fait, je me demande, au début de l'émission, tu as dit qu'au Danemark, c'est entre 50 et 60% des projets résidentiels que les gens vont faire appel à un architecte, puis ici, c'est à peine 2%. Qu'est-ce qui explique cette différence-là, d'après toi? Il y a plusieurs raisons. Je vais commencer par des raisons un peu plus évidentes. Déjà, il y a la culture qui entoure l'architecture. On a beaucoup parlé des maisons de banlieue, etc. On a tendance, nous, à avoir cette mentalité-là du IKEA, de c'est pas trop cher, ça va durer le temps que ça durera, puis au pire, si ça brise, ben c'est pas grave, je déménage bientôt, tu sais. Mais on va pas investir dans quelque chose qui coûte un petit peu plus cher, peut-être, mais qui va durer beaucoup plus longtemps, puis qui, au bout du compte, ben, va valoir plus cher aussi. Donc, c'est de l'argent qui finit par te revenir carrément dans tes poches là, au final. En plus de te revenir dans ta qualité de vie, on s'entend, un bâtiment résidentiel, même un bureau, tu passes à peu près 100% de ta vie à l'intérieur d'un bâtiment. Là. Donc c'est important de réaliser que ça a un impact sur ta santé mentale puis aussi sur ta santé physique. Là. C'est pas pour rien quand on a une nouvelle maison qui est construite, une construction neuve, là, c'est dangereux de déménager dans cette maison-là si tu as des enfants nouveau-nés par exemple, parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui émanent des produits chimiques qui sont vraiment nocifs. Donc c'est sûr qu'on a des lois pour protéger pour protéger le consommateur de plus en plus sévères, mais c'est quand même encore problématique. Donc, il faut faire attention à ces pratiques-là. Je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais, dans le fond, un autre point en fait qui pourrait contribuer à ça, c'est les lois en fait au Québec. Comme je vous parlais, là, construire une maison résidentielle, c'est ouvert à peu près n'importe qui en ce moment. Puis on n'a pas de politique nationale sur l'architecture. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. En fait, depuis 2014, l'Ordre des architectes fait pression sur les gouvernements pour mettre en place en fait une loi sur les architectes. Donc ça serait d'établir des lignes de base sur comment est-ce qu'on doit construire nos villes, nos parcs, nos paysages même. Donc comment est-ce qu'on devrait faire en sorte que tout ça soit harmonisé. Pas plein de projets individuels qui peut-être sont de très bonne qualité, mais qui parlent pas un avec l'autre, qui a aucune cohésion. On peut penser le premier projet du phare à Québec, qui était une immense tour dans un endroit qui ne fitait pas pantoute. Oui, c'est un très bon exemple qui est une des raisons pourquoi la politique la politique sur l'architecture du Québec a vraiment pris de l'essor. C'est ça. On vient de terminer la campagne électorale. En tout cas, dans les médias, on n'a aucunement entendu parler d'architecture. Es-tu au courant s'il y a un des partis qui était derrière cette politique-là ou qui avait au moins des mesures en faveur dans cette même lignée-là, même si c'était peut-être pas aussi... Il y a en ce moment entre 2 et 3 millions de personnes au Québec représentées. En fait, je vais rephraser ça. Il y a en ce moment un regroupement de maires, mairesses, commissions scolaires qui regroupe ou qui représente entre 2 et 3 millions d'habitants au Québec qui a voté en faveur de cette politique-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très très important pour beaucoup d'élus. Là. La ville de Laval, entre autres, la ville de Sherbrooke, si je ne me trompe pas, plusieurs arrondissements de la ville de Montréal aussi ont voté en faveur de cette politique-là. C'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place. On s'entend qu'aujourd'hui, la manière qu'on fonctionne, c'est la loi du plus bas soumissionnaire. C'est sûr que tu n'auras pas le bâtiment de la plus grande qualité si tu donnes le projet à la personne qui dit « Hey, c'est moi qui vais te le faire pour le plus cheap. » Je veux dire, c'est une évidence. Après ça, tu peux pas mettre la faute nécessairement sur les architectes ou sur les designers, les ingénieurs ou quoi que ce soit, parce que là, ils font ce qu'ils peuvent avec un budget qui est vraiment limité. Fait que c'est sûr que tu vas pas avoir un bâtiment exceptionnellement différent de tout ce qu'il va avoir autour.
dans la même ordre d'idée, pour construire une école, par exemple, une école primaire au Québec, il faut que ton bureau d'architecture ait déjà construit une école primaire au Québec. Ben là, c'est quoi? C'est genre les mêmes bureaux depuis 40 ans qui font ça? C'est les mêmes bureaux depuis plusieurs décennies qui font les écoles au Québec. Donc, est-ce que ces bureaux-là auraient avantage à aller voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, les nouvelles pratiques pour construire des écoles primaires? Ben non, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça prend une politique pour encadrer tout ça. Puis des politiques comme ça, il y en a beaucoup en Europe, dont au Danemark. C'est une des raisons pourquoi ce pays-là, en fait, ils ont une architecture qui est vraiment de grande qualité. Ils vont beaucoup se baser sur ces grandes lignes-là qui vont avoir été écrites tout ensemble. Depuis 2014, il y a eu des consultations publiques dans plusieurs villes au Québec par l'Ordre des architectes du Québec pour consulter les gens sur c'est quoi pour vous une architecture qui a de l'allure, de qualité. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans vos villes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Puis c'est avec ça qu'on peut bâtir une politique sur l'architecture, parce que cette politique-là va pas... va pas forcer les gens nécessairement à la suivre. Donc, c'est vraiment juste de faire en sorte qu'il y a une concertation entre tout le monde, puis au moins, il va pouvoir en sortir quelque chose de bon de tout ça, puis quelque chose qui n'est pas lié avec aucun des partis politiques au Québec. Il ne faut pas que, du moment que tu passes d'un gouvernement libéral à caquiste à solidaire ou péquiste, il ne faut pas qu'un dise non, on ne veut plus de ça. Il faut que ça soit étalé sur plusieurs années, parce qu'un bâtiment, déjà, ça prend plusieurs années à construire, puis ça va rester pendant plusieurs décennies. Fait que si tu changes d'idée à tout bout de champ, il ne va rien se passer. En ce sens-là, est-ce qu'on sent quand même une résistance de la part des entrepreneurs puis des grands donneurs d'ouvrages dans le domaine? Parce qu'on s'entend que, oui, on parle d'école, oui, le gouvernement est un grand donneur d'ouvrages, mais de façon générale, les constructions qui marquent, c'est souvent des promoteurs qui les développent, puis on va penser à des véritables blasphèmes, comme par exemple le cinéma à Laval, de l'autoroute 15. L'ancien Colossus. Dans le fond, ce que je demande à travers ça, c'est est-ce qu'on sent que justement, il y a une espèce de lutte qui s'installe entre les architectes et les entrepreneurs, finalement? Mais je te dirais que c'est sûrement là la principale réticence de n'importe quel gouvernement à faire passer ce genre de politique-là. Entre autres aussi à cause des révisions sur les lois qui font aussi un peu partie de ça. Entre autres, je vous parlais tout à l'heure de la limite à 600 mètres carrés pour construire une maison résidentielle. Ben là, il y a la volonté à ce que ça soit 300 mètres carrés à la place. Le secteur de la construction, ça représente environ 12% du PIB du Québec. Ça représente environ 5% des jobs au Québec. C'est un secteur énorme. Qu'on vienne jouer un peu dans ces plates-bandes-là, d'un bord comme de l'autre, c'est sûr que ça va être difficile. Puis on se le cachera pas qu'il y a une énorme quantité de lobbyistes au gouvernement pour ce secteur-là aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Mais dans la vague, surtout plus actuelle, reliée en fait au changement climatique, aux constructions durables, je pense que ça serait un bon moment pour commencer à penser à ça. Puis ça veut pas nécessairement dire de mettre de côté le travail des entrepreneurs. Je veux dire, les architectes ont besoin des entrepreneurs aussi pour pouvoir construire des bâtiments. Donc, c'est pas pour venir enlever du travail à qui que ce soit, c'est vraiment pour s'assurer de la qualité de ce travail-là. Oui, puis pour revenir à ce que tu disais justement sur la construction et tout ça, c'est depuis les scandales de corruption puis de collusion qu'il y a eu dans le milieu de la construction, justement, puis avec la commission Charbonneau, j'ai l'impression que ça va prendre un petit moment encore pour que nos gouvernements décident de toucher à ça de près ou de loin, peu importe le sujet. Je pense qu'ils vont peut-être être un peu frileux parce que c'est la première chose à laquelle la majorité du monde pense quand on entend les mots construction. Donc, je sais pas, je pense que je suis pas très optimiste qu'on va voir ça bientôt. Je disais le mot entrepreneur, mais je voulais dire promoteur, parce que c'est beaucoup plus à ce genre de mentalité-là que je vois l'opposition entre l'architecture puis finalement l'idée de construire des méga complexes puis de vendre
la construction de masse, si on veut, là. Puis j'ai l'impression justement qu'il y a une espèce d'incompatibilité entre les deux visions. Fait que c'est de voir, est-ce qu'on est capable quand même de trouver des alliés de leur côté, justement, qui auraient, à travers leur désir de construire, bon, il y a un but de profitabilité, mais est-ce qu'il y a un but de prestige aussi, puis d'aller chercher peut-être justement le plus de quoi qui va rester finalement? Mais je vais vous donner un exemple, en fait, sur un projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc, il y a beaucoup de promoteurs qui sont vraiment ouverts, en fait, à un travail de qualité par les architectes, puis tout ça. Puis il y a une grosse partie du problème qui revient aux architectes même. Il y a beaucoup d'architectes qui vont rester plus derrière leur bureau, puis ils vont peut-être moins aller sur le terrain, puis faire les choses comme, voir le côté plus concret de leur construction, t'sais. Là, en ce moment, le projet sur lequel on travaille est avec, évidemment, des promoteurs. On a 40 unités de résidentielles en ce moment en chantier à Saint-Amable sur la Rive-Sud. Puis, grâce au travail de l'architecte qui est aux commandes de ce projet-là, il a réussi à faire passer des choses qui, normalement, ne passent pas vraiment dans des projets avec des promoteurs. Donc, on parle de construction tout en bois, avec récupération d'eau de pluie. C'est des projets au final, des maisons de 3 chambres à coucher, c'est environ 30-35 minutes de Montréal. Ça va coûter en bas de 220 000 $ pour acheter ces maisons-là. Comparer ça à n'importe quel autre projet de promoteur qui n'a pas nécessairement fait appel à un architecte ou qui a fait appel à un architecte, mais pour avoir un prix dérisoire, puis pour pas avoir passé trop de temps sur la conception, ils vont avoir pris des bâtiments un peu style catalogue, là, que tu pourrais voir un petit peu n'importe où. Au final, ils vont se vendre à peu près le même prix. Pourquoi est-ce que c'est possible de faire un projet, dans notre cas, qui va être d'une grande qualité, au même prix qu'un projet qui ne l'est pas? Là, c'est parce qu'il n'y a pas eu la volonté d'une part ou de l'autre, mais c'est assez facile, pas assez facile, mais c'est tout à fait réalisable pour un architecte de trouver un promoteur qui a le goût de sortir un petit peu de ce moule-là. Puis c'est aussi vrai pour un promoteur d'essayer de trouver un architecte qui est plus au courant de la vraie manière de travailler, puis qui va pas se lancer dans des grandes, pas des grands débats, mais essayer de vendre des idées qui sont coûteuses tout le temps. Si tu as une idée du prix des choses, puis de comment ça va être construit sur le chantier, il y a tout le temps moyen de trouver des solutions pour avoir un bâtiment de bonne qualité. Ça me fait penser un peu, je vais dévier un peu de sujet, je pense qu'il y a un parallèle. Quand les conservateurs avaient annoncé la construction du nouveau pont Champlain sans faire de concours d'architecture, heureusement on s'est ramassé quand même avec un beau pont malgré ça, mais je me souviens que ce qui était ressorti, c'était que il n'y avait pas d'argument économique à ne pas faire ce concours-là, que ça n'allait pas rallonger la durée. On se souvient que c'était quand même pressant de commencer les travaux, que ça n'aurait pas d'impact sur la durée, mais surtout que ça n'aurait pas d'impact vraiment sur le coût, ou peut-être même que ça coûtait moins cher. L'affaire avec les concours, il y a plusieurs manières de faire des concours d'architecture. Je vais vous donner le meilleur exemple, selon moi, c'est les bibliothèques au Québec. Vous avez peut-être remarqué, depuis quelques années, nos bibliothèques, ils sont exceptionnels. Ouais. C'était des bâtiments, avant, je me rappelle, moi, à la bibliothèque à Saint-Eustache, du tapis brun, c'était des vieux bâtiments en aussi bon état que les écoles primaires en ce moment. Puis il y a eu comme un déclic, genre, hey, ça marche plus ces bibliothèques-là, plus personne veut y aller. C'est quoi une bibliothèque au 21e siècle? C'est qui veut aller là, tu sais? Puis là, ils ont pensé à faire des concours d'architecture. Un concours, en gros, il y a plusieurs manières de le faire, là, mais ça serait de faire un appel public, dire nous on veut une bibliothèque sur tel site. Là, ils donnent un programme, souvent qui est quand même assez détaillé. On veut tant de mètres carrés pour le rayonnage pour adultes, pour enfants. On veut une médiathèque, on veut une cantine, on veut telle affaire. Puis là, c'est juste de donner ça à n'importe qui. Faites-moi un projet. Là, déjà, tu viens de sauver sur la conception parce que tu ne payes pas les architectes qui font ça. Eux, ils viennent faire ça à leurs frais. Okay. Puis s'ils sont choisis, en fait, là, ils gagnent le projet, puis là, ils peuvent faire la pièce. C'est eux qui gagnent le projet, qui ont le privilège de construire ça. Fait qu'il y a beaucoup de bureaux qui peuvent pas vraiment participer à des concours parce que c'est de payer des employés pour être pas sûr d'avoir finalement de l'argent qui te revienne là, pour avoir le contrat. Mais ça permet aussi d'avoir plein d'idées
qui sont vraiment superbes, là, qui fonctionnent vraiment très bien souvent. Puis c'est pas nécessairement un concours qui est réservé à des pratiques québécoises. Donc, dans le cas, par exemple, du Musée des Beaux-Arts à Québec, il y a aussi plusieurs autres projets comme ça, dont un nouveau projet là, proche de l'autoroute Bonaventure à Montréal. Dans le fond, les firmes internationales ont le droit de participer à ces concours-là, mais doivent être en partenariat avec une firme d'architecture québécoise. Okay. Donc, la firme internationale va peut-être gagner le projet, mais va devoir faire affaire avec une firme québécoise pour la construction, la mise en plan, etc. Donc, ça fait aussi participer les architectes du Québec. Okay. Puis pour revenir au cas des bibliothèques, regardez la BANQ, la grande bibliothèque à Montréal, c'est la bibliothèque la plus visitée en Amérique. On est 1,7 million de personnes à Montréal. C'est pas une grosse ville, là. Puis pourtant, on a la bibliothèque la plus visitée en Amérique. Puis selon moi, c'est 100% dû à son architecture. Ça m'est arrivé, moi qui habite sur Masson dans Rosemont, de me rendre jusqu'à la grande bibliothèque pour étudier. T'sais. Pourquoi je fais ça? Parce que là-bas, je trouve que c'est un environnement qui est sain, qui est agréable, qui est inspirant. Puis c'est un endroit où j'ai le goût d'être pour étudier. T'sais. Bon, je suis vraiment flabbergasté par la statistique que tu viens de dire. J'aurais pensé que c'était comme la grande bibliothèque à New York, tu sais, qu'on voit souvent dans les films et tout ça. Je me dis, il y a plein de touristes qui y vont, mais on dirait bien qu'ils vont juste devant, mais pas dedans. Ça, mais c'est une bibliothèque au final qui est trop classique, trop institutionnelle. Tu vas là prendre un livre, tu n'as pas le droit de parler, c'est silencieux. Les bibliothèques maintenant au Québec, c'est plus ça. Là. Il y a plein d'exemples. La bibliothèque de Saint-Eustache, entre autres, qui n'a pas gagné beaucoup de prix, mais tu regardes la bibliothèque Saul Bellow à la Chine, la bibliothèque de Châteauguay, la bibliothèque Monique Corriveau qui était une transformation, je pense, d'une église. Il y a plein de projets comme ça d'extrêmement de très grande qualité qui sont faits au Québec à travers les bibliothèques. Si on compare aussi le projet bibliothèque de Montréal avec celle de Seattle, qui est aussi un autre concours en architecture qui a permis à Seattle d'avoir une des plus belles bibliothèques aussi au monde. Puis c'est un autre exemple, ce qui est dans le top 5 des bibliothèques les plus visitées en Amérique. Pourtant, Seattle non plus n'est pas une très grosse ville à proprement dit. Ouais, je vais mettre les photos sur Instagram en fait des bibliothèques que tu as nommées, comme ça nos auditeurs vont pouvoir les voir facilement. Je suis content que tu aies parlé un peu justement de Montréal puis de ce qui se fait au Québec. J'ai l'impression qu'on n'apprécie peut-être pas toujours à sa juste valeur l'architecture de Montréal. Pourtant, je trouve que j'apprécie personnellement beaucoup des quartiers de la ville par les différences qu'il y a dans l'architecture de ces quartiers-là, justement. On a l'éléphant dans la pièce, ou certains appelleraient l'éléphant blanc, qui est le mal-aimé stade olympique, mais qui pourtant est quand même un stade impressionnant, puis vraiment beau par son architecture. Je serais curieux de t'entendre un peu plus là-dessus. Montréal, du moins aujourd'hui, est surtout connue pour son architecture à plus petite échelle. Donc c'est une ville qui a vraiment une échelle humaine, donc qui est agréable à se promener. Donc là, on a la place des Arts, on a toutes les petites ruelles partout à Montréal. On est vraiment connu, entre autres, pour le Plex montréalais, donc ce type d'habitation-là qui était surtout réservé aux gens qui étaient un peu moins bien nantis. Puis maintenant, cette image-là, on la voit partout, là, les Plex montréalais avec les escaliers à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça, des escaliers à l'extérieur? C'est la pire place dans le monde pour faire ça. Il y a de la neige, on gèle, puis on déménage le 1er juillet, tout le monde en même temps, avec des divans dans les escaliers en colimaçon, ça marche pas. Mais c'est beau. En fait, la raison principale pourquoi on a fait ça, c'est parce que c'est de l'espace qui coûterait bien trop cher à chauffer. Ça sert à rien de chauffer un escalier. Tu le mets dehors, comme ça, tu chauffes juste l'espace qui est intéressant à chauffer. T'sais. Donc, tu sauves un petit peu d'argent là-dessus. Mais ça donne un cachet à Montréal qui, selon moi, on retrouve à très peu d'autres endroits dans le monde. Même chose pour les ruelles que j'ai mentionnées. Il n'y a pas beaucoup de place où tu peux aller te promener à 3-4 heures du matin dans une ruelle puis te sentir tellement bien puis en sécurité. Ici, il y a les arbres partout, c'est calme. Et avec les nouvelles ruelles vertes aussi qui ouvrent un peu partout. Je trouve ça vraiment super.
Puis il y a de plus en plus de projets aussi. Entre autres, là, je donne l'exemple sur Masson, dans le quartier Rosemont. Là, il y a plein de petites terrasses en bois qui ouvrent au coin des rues avec des projections de films. En fin de semaine, je me promenais, il y avait un monsieur qui était là, qui animait les enfants, qui chantait des chansons sur le coin de la rue. T'sais. C'est tellement le fun d'avoir des endroits comme ça, des rues qui sont piétonnisées de plus en plus aussi. Parfois seulement pour une fin de semaine pour des événements, des fois carrément pour le mois au complet ou pour la saison estivale. Mais à part ces petits projets-là, plus à échelle humaine, Montréal a quand même son lot aussi de projets exceptionnels. Là. On va commencer, je peux penser à l'Oratoire Saint-Joseph, un relativement vieux bâtiment. C'est le 3e plus gros dôme au monde, je sais pas si vous le saviez. Après le 3e, après la cathédrale de Yamoussoukro, évidemment. Évidemment. Très connue cathédrale de Yamoussoukro. C'est quel pays pour le faire? Côte d'Ivoire, je pense. Côte d'Ivoire, oh, wow, ok. Et je vais pas dire n'importe quoi, on vérifiera. Puis aussi le Saint-Pierre-de-Rome, évidemment, mais qui est un bâtiment qui attire des millions de touristes par année, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas si vous avez eu la chance d'aller visiter l'intérieur, mais c'est assez rare qu'on voit des cathédrales de cette envergure-là qui ont un style vraiment plus moderne à l'intérieur. Le pont Victoria, hein, on l'apprécie pas à sa juste valeur, mais à sa construction, c'était le plus long pont au monde. La reine Victoria est même venue le visiter à son ouverture. Il y a eu des petits problèmes pendant sa visite. Déçu d'avoir manqué ça. Un beau moment. C'est un petit problème par curiosité, c'était des manifestations ou... Non, je pense que c'était une question de vent. En fait, c'était supposé être couvert, puis il n'y a pas eu la bonne température. Il faudrait aller vérifier, mais ça n'a pas été la plus grosse visite de sa vie, là, mettons. Voir le pont sur le fleuve Jean-Cartier, là, dans le fin fond de sa colonie canadienne. Plein d'autres projets, et évidemment le métro. À Montréal, puis tout ce qui s'est fait sur l'île Jean-Drapeau pour l'Expo 67. L'Expo au complet a été construite en dedans d'environ 4 ans. Ouais. Pensez-y 2 secondes. Est-ce que ça inclut l'île? On rappelle que c'est une île artificielle. Ça inclut l'île. Ça inclut aussi le métro, puis tous les pavillons qui ont été construits sur les îles, puis tout le marketing, parce que personne ne savait c'était quoi à Montréal quand ça s'est arrivé. Donc, imaginez le travail colossal que les gens ont dû faire pour arriver finalement à l'expo la plus populaire de tous les temps. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Là. Juste donner un petit clin d'œil, une des stratégies de marketing qu'ils ont utilisé, on est dans les années 60, ils sont allés porter aux États-Unis des grosses affiches qu'ils mettaient sur le bord des autoroutes pour dire « Hey, venez voir ce que les Russes sont en train de construire à 100 km de votre frontière. » Puis il y avait une photo du pavillon russe. T'sais. Les Américains ont tout de suite embarqué. C'est sûr, ils sont tous venus voir l'Expo 67. J'avais une blague avec un de mes amis qu'on faisait fréquemment, surtout dans le métro, puis on se disait, on imaginait juste le maire Jean Drapeau à l'époque, qui commence à construire le métro, puis là, il y a un ingénieur ou quelqu'un qui lui demande, un contracteur, là, qu'est-ce qu'on fait avec cette terre-là? Prenez-moi ça, puis crissez-moi ça dans le fleuve. C'est de même qu'on a eu l'île Sainte-Hélène. Puis j'espère quasiment que ça soit un peu ça l'origine, que ce soit cette terre-là. C'est un peu ça qui est arrivé. C'était pas suffisamment de terre, mais ils l'ont pas jeté. Là, ok, je suis très satisfait. Quelque chose avec, mais il y a plusieurs autres projets, même sur l'île... c'est sur l'île Jean-Drapeau, l'île Notre-Dame, la biosphère en fait de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, il n'est pas très très connu à l'extérieur de son domaine, mais en fait c'est un inventeur, c'est un ingénieur, c'est un architecte, c'est aussi un philosophe. C'est une figure extrêmement importante aux États-Unis. Puis c'est le plus gros dôme géodésique qui a jamais été construit. Puis il a fait ça à Montréal, dans le but aussi qu'il soit conservé. Donc on l'a encore aujourd'hui. Puis ça, c'est quelque chose. Qui est resté. C'est ça, on est vraiment chanceux de l'avoir encore aujourd'hui. D'autres pavillons connus qui restent, le pavillon de la France qui est devenu le Casino de Montréal, entre autres. Il y a aussi le pavillon de la Jamaïque qui est une maison de thé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous voulez vous marier, vous pouvez la louer pour elle. C'est sur l'île. c'est juste à côté de la biosphère. OK. Et il y a aussi le CCA, le Centre canadien d'architecture, quelque chose qu'on a tendance à oublier, qui a été construit par Phyllis Lambert. Phyllis Lambert est sûrement la plus grande figure d'architecture à Montréal. Elle a travaillé avec Mies van der Rohe, un architecte à une renommée internationale qui a construit le Seagram, le building Seagram à New York.
avec Phyllis Lambert. Phyllis est devenue directrice des opérations à 27 ans sur ce projet-là. Wow! Il faut dire que c'était une des héritières de la famille Bronfman, là, qui était propriétaire du bâtiment. Elle avait quand même des bonnes plugs, mais on va rien y enlever au fait qu'elle aurait pu s'asseoir là-dessus puis jamais vraiment travailler. C'est ça, tu sais. Mais elle a fait un des bâtiments qui est considéré comme les plus beaux à New York et qui, à l'époque, était le bâtiment le plus cher au monde. Là. En valeur actuelle, il représente environ 320 millions de dollars, ce bâtiment-là. Donc, une jeune femme de 27 ans, dans ces années-là, soit directrice de la construction d'un projet comme ça, c'est exceptionnel. Ouais. Puis cette femme-là a apporté tellement à Montréal. C'est une grande protectrice du patrimoine montréalais. Elle a été directrice, entre autres, de la Société du Vieux-Port de Montréal. Donc c'est un peu grâce à elle que le Vieux-Port de Montréal existe encore aujourd'hui. Il y a quelques années à peine, c'était des grandes industries dégueulasses qu'on voulait détruire pour faire passer une autoroute. Là. Donc, on s'entend que la ville n'aurait pas ressemblé à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Puis le CCA aujourd'hui est une des plus grandes bibliothèques d'architecture en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment un bâtiment important en fait pour l'architecture à Montréal. J'ai plein d'autres exemples. Là, je peux en passer en rafale. Là. Je veux vous faire réaliser en fait qu'il y a beaucoup de bâtiments qu'on voit tout le temps. On connaît pas toute l'histoire qu'il y a derrière eux. La place Ville-Marie, entre autres. Au moment de sa construction, en fait, elle se battait avec la tour CIBC juste à côté pour savoir c'est qui va faire la plus haute tour à Montréal. Il n'y avait pas les plans, il n'était pas public. En fait, personne ne pouvait savoir c'est qui allait avoir la plus haute tour jusqu'à temps que la place Ville-Marie réalise « Ah merde, on va se faire dépasser par la CIBC ». C'est à ce moment-là qu'ils ont rajouté le petit restaurant de 4 étages au sommet de la tour. C'est grâce à ça que c'est la plus haute tour à Montréal. Je tiens à rappeler qu'il n'y a aucun bâtiment à Montréal qui peut être plus haut que le Mont-Royal. Ça, c'est une loi d'urbanisme. Sauf l'oratoire, je pense. Sauf l'oratoire Saint-Joseph. Puis je vous invite à aller visiter dans les prochaines années. Là, il va y avoir une plateforme d'observation qui va ouvrir au sommet de l'oratoire Saint-Joseph. Ils sont en train de tout refaire à l'intérieur de la coupole pour avoir cette plateforme-là. Ça va être à couper le souffle, vraiment. Là. Quelque chose à pas manquer. Mais pour revenir à la place Ville-Marie, un des architectes qui a travaillé sur ce projet-là, c'est E.M. Pei, qui est l'architecte qui a fait la pyramide du Louvre. Donc, c'est un style qui est assez différent et qui date d'une autre époque aussi. Là. Mais c'était quand même un architecte de renom qu'on a eu sur le projet. L'Hôtel de Ville de Montréal, qui est une copie conforme de l'Hôtel de Ville de Tours en France. Donc, un petit fun fact à savoir. On a parlé du Stade olympique tout à l'heure. Moi, personnellement, ça doit être un de mes bâtiments préférés à Montréal, si c'est pas au Québec en général. C'est sûr que il y a eu beaucoup de problèmes de corruption dans le monde de la construction quand ça a été construit, mais on peut rien enlever au génie ingénierique puis architectural de ce bâtiment-là. Dans le mode du stade, on vient juste en fait de construire les locaux d'accéder des jardins. Pour faire ça, ils ont dû retirer tout le revêtement extérieur du mode du stade, qui étaient des gros panneaux en béton, en fait, avec des petites fenêtres en bandeau dans le haut de chacun de ces panneaux-là. On a tout changé ça par du vitrage. Fait qu'on peut tout voir la structure à l'intérieur du bâtiment maintenant. Puis quand c'est le soir, tu vois la lumière qui vient de l'intérieur, qui illumine cette structure-là. C'est vraiment magnifique. Là. Ils ont vraiment fait quelque chose de superbe avec le mode du stade olympique. Ils viennent aussi tout juste de rénover toute la piscine olympique à la base du stade là, qui est vraiment magnifique. Puis même Roger Taillibert a été amené sur le chantier pour voir comme s'il allait avoir son sign of approval. Puis il a trouvé ça vraiment magnifique aussi. Donc ça, c'est le fun d'avoir... Est-ce que c'était Taillibert aussi qui avait fait le biodôme? Le vélodrome dans le temps à l'époque. Oui, il a aussi fait le vélodrome, qui est un bâtiment qui est vraiment impressionnant aussi. Le bâtiment tient sur seulement 4 appuis, si je ne m'abuse. Il a été construit à partir du haut. C'est spécial, un bâtiment en béton qu'on commence à construire par le toit. J'ai de la misère à imaginer ça en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit un gros coffrage. Ils ont coulé le béton là-dessus, puis en enlevant le coffrage, il est venu
pour s'appuyer sur les appuis au bout de au bout du bâtiment qui veut rappeler la forme d'un casque de vélo, là, si vous avez déjà remarqué. En ce moment, c'est la biosphère qui est dans le bâtiment, la biosphère, le biodôme qui est à l'intérieur, qui est complètement en train d'être rénové. Ça va vraiment être magnifique. Ça, c'est un autre projet qui a été fait par concours, le projet du biodôme, ainsi que le projet du planétarium qui est juste à côté du stade, de l'insectarium, un pavillon de verre dans l'insectarium aussi. Donc 4 projets par concours qui vont vraiment être super. Mais justement, à travers ça, parce que tu nous en énumères beaucoup, en voilà un qui est quand même massif, parce que bon, l'espace pour la vie, c'est tout le planétarium, je veux dire, planétarium, biodôme, insectarium, etc., c'est tout sous une même administration, un même conseil. Des projets d'envergure à Montréal, est-ce que c'est encore réaliste? Parce que c'est souvent ce qu'on nous sert, en fait, comme excuse, c'est que des projets comme ça, c'était peut-être à cette époque-là, mais aujourd'hui, ça peut plus se faire. Puis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que, bon, t'es un peu un rêveur, là, mais de ton œil le plus pragmatique dans ta profession que t'as étudiée, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est encore possible à Montréal que d'avoir des grands projets comme le métro, comme... Ben, moi, je pense que c'est tout à fait possible. C'est sûr que si c'est un projet privé, ça prend un investisseur qui est attentif à la question de l'architecture. Mais c'est des choses qui se produisent encore aujourd'hui. Là, à la place Ville-Marie, en ce moment, il y a eu des rénovations... de très grosses rénovations. Ils sont en train de tout refaire une place souterraine aussi juste à côté de la place Ville-Marie qui veut avoir un plafond complètement vitré. Puis ça, tu vois, c'est un projet privé. Il y a aussi le projet du REM qui va avoir un impact majeur sur notre environnement. Là. Chaque station du REM a été donnée à plusieurs firmes d'architecture québécoises. Donc, chacune va avoir une signature un peu qui lui est propre. Un peu comme le métro, justement. Oui, c'est ça. C'est sûr que le REM a des lignes directrices un peu plus établies, veulent vraiment avoir une image de durabilité. C'est ça. Le logo est déjà sorti, ils vont tout incorporer du bois, entre autres, etc. Donc, ça, c'est un autre exemple de projet. Après ça, regardez, on peut pas en inventer comme ça là, un projet d'envergure. C'est sûr que c'est quelque chose que chaque génération aimerait voir de son vécu. Là. La construction d'un géant stade, par exemple, pourrait être voulu par certaines personnes, moins par d'autres personnes, surtout s'il sert absolument à rien, puis on a un magnifique stade dans notre ville. Mais... Tant que c'est pas aussi beau que le centre Vidéotron à Québec. On va le souhaiter. Mais un autre projet d'envergure qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça, c'est la Place des Arts à Montréal, qui est un lieu rassembleur qui fonctionne tellement bien, puis qui a été un franc succès. Là, on aurait pu avoir un projet comme ça avec la rue Sainte-Catherine. Bon, malheureusement, ça a été très très dilué comme projet, là, et ça aurait pu devenir une grande artère piétonne, vraiment vibrante, qui aurait attiré les touristes, mais aussi les gens qui veulent avoir cette expérience-là. Si tu veux aller magasiner, tu peux aller dans n'importe quel centre d'achat, tu n'as pas besoin nécessairement de te rendre sur Sainte-Catherine. Fait qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'aller là-bas? C'est le fait d'être dans la rue, d'être dehors, d'être entouré de gens, d'avoir des restos, des lieux culturels partout autour. Fait que pourquoi pas capitaliser là-dessus au lieu de capitaliser sur sa vocation commerciale qui se retrouve un peu n'importe où ailleurs à Montréal. Je trouve tellement que ça va à contre-courant de ce qu'on voit dans l'industrie du détail puis le commerce en général. Je veux dire, il y a de plus en plus de monde qui achète en ligne, t'as des magasins qui ferment, t'as des grandes marques qui ferment complètement, qui font faillite. Puis là, il y avait l'option de justement de se dire les gens ce qu'ils vont vouloir, ce qu'ils veulent déjà beaucoup, je pense, à Montréal, puis qui vont peut-être vouloir encore plus dans le futur, justement, c'est l'expérience dont tu parles qui est autour de ça. Puis là, c'est comme non, on fera pas ça parce que le monde, faut qu'il y aille en char. Puis je trouve tellement que c'est un manque de vision, là, puis on le voit déjà, là, c'est même pas une vision à long terme, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pressions qui ont été faites, entre autres par les propriétaires de magasins sur l'artère de Sainte-Catherine qui avaient peur d'avoir une baisse d'affluence dans leur commerce. Puis il y aurait possiblement eu une baisse d'affluence dans certains commerces, mais une hausse dans d'autres commerces. Ouais. Donc
ça va attirer une clientèle qui est différente. T'sais. Tu vas plus avoir une famille qui va là qui vient de la Rive-Nord pour magasiner du linge pour toute la famille. T'sais. Eux, ils vont aller à l'endroit où c'est le plus pratique, puis s'ils peuvent pas se stationner, puis ils peuvent pas aller là assez efficacement, ben ils vont choisir à la place d'aller au 15-30 ou au futur projet... au 10-30, pardon, au futur projet 15-40 qui va ouvrir oh non, j'avais oublié cette affaire-là. Dans quelques années. Il n'a pas commencé, mais il existe encore. Faites-vous-en pas. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, j'avais quelques autres petits projets là, que je pourrais vous mentionner. J'étais pas mal dans les vieux projets, mais il y a des projets aussi un peu plus neufs là, qui ont été construits à Montréal. La Tour de l'Ouate au centre-ville. C'est un gratte-ciel qui n'a pas nécessairement fait les manchettes, mais si vous vous intéressez un petit peu, vous regardez les images à l'intérieur du projet, il y a beaucoup d'espaces de coworking, c'est des espaces complètement ouverts qui sont vraiment intéressants, c'est vraiment un beau bâtiment. Il se trouve où celui-là? Il se trouve juste à côté du Centre Bell. Oui, c'est vraiment une belle tour quand même. Ouais. On a aussi le stade de soccer qui a été construit par Associé Perrotte, là, proche du complexe environnemental Saint-Michel, un bâtiment qui est vraiment impressionnant. Toutes les portées, les poutres en fait, c'est des portées énormes, sont toutes faites en bois, ça vient soutenir tout le projet. Ce projet-là, ça fait le tour du monde. C'est vraiment un bâtiment impressionnant. J'avais vu des photos de ce bâtiment-là. C'est hallucinant de voir ces morceaux immenses. Puis de voir que c'est pas du béton. T'sais, à Montréal, on est tellement habitué de voir ces grandes structures en béton qu'on en vient à assumer qu'à part le béton puis l'acier, il n'y a rien qui tient. Puis là, de voir justement cette construction-là entièrement faite en bois. Le bois commence à prendre beaucoup de place dans les nouveaux chantiers d'architecture. Puis c'est tant mieux en fait, là, on est une des meilleures places dans le monde où faire ça parce qu'on a un bois de grande qualité qui vient aussi d'une pratique qui est quand même assez durable, on va le dire là. Oui, il y a des coupes quand même assez énormes dans les forêts au nord du Québec, mais ce bois-là est replanté presque en entièreté. Faut pas oublier non plus que tout le bois qu'on utilise conserve du CO2 à l'intérieur, donc il vient le trap à l'intérieur du matériau même. C'est ça, donc ce CO2-là va jamais être libéré dans l'atmosphère. Donc c'est un des avantages de construire en bois, mais c'est aussi quelque chose qui est très esthétique, là, on va le dire. C'est un matériau qu'on aime avoir autant chez nous que dans des projets institutionnels, mais c'est aussi extrêmement solide. Donc un bâtiment en bois est plus résistant au feu qu'un bâtiment en acier, par exemple. L'acier étant le pire matériau pour construire. Quand il y a un incendie, il faut tout venir recouvrir ça d'isolant parce que l'acier se tord quand il y a un incendie. Tandis que le bois, la face externe du bois va se carboniser, puis ça, le carbone, ça résiste à la chaleur, donc ça va être beaucoup plus long avant que le bois finisse par céder là, sous la pression. Fait que quand on parle d'une résistance au feu, il n'y a aucun bâtiment qui va être 100% résistant au feu. Là. Je veux dire, s'il y a un incendie dedans pendant plusieurs heures puis il n'est pas maîtrisé, c'est une perte totale, peu importe en quoi le bâtiment va avoir été construit. Fait que quand on parle d'une résistance au feu, c'est de donner assez de temps pour que le bâtiment puisse être complètement évacué puis que ça soit pas problématique ou dangereux pour les gens autour, les bâtiments autour. Donc, construire en bois, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue ici, surtout depuis quelques années qu'il y a eu des modifications dans les lois. On peut construire maintenant des bâtiments en bois de 12 étages sur socle en béton. Avant, c'était seulement 4 ou 5 étages, je pense. Donc, on vient d'augmenter de manière assez drastique là, les constructions qu'on peut faire en bois. Il y a des projets en bois, même en ce moment à Montréal, qui sont construits, des projets de condos, là, Arbora, entre autres, dans le quartier Griffintown. C'est un projet qui rencontre certains problèmes, là, qui n'est pas nécessairement un chef-d'œuvre non plus, mais qui ont quand même essayé d'intégrer quelque chose de différent de ce qui est fait partout ailleurs dans les projets de condos. Mais il y a aussi le projet Origine en bois à Québec qui est en train d'être construit. À Vancouver, il y a une résidence pour étudiants de 20 étages qui a été construite en bois. Les constructions en bois permettent aussi d'être complètement construites en fait,
préfabriqués, excusez-moi. Donc, c'est des morceaux de bois qui sont tous coupés automatiquement à la CNC, qui arrivent sur le chantier déjà prêts à être assemblés comme des gros blocs Lego. Tu viens placer ça, c'est super rapide. Tu n'as pas besoin d'attendre 28 jours pour que ton béton il ait solidifié pour pouvoir continuer ton projet. Fait que ça sauve beaucoup de temps de construction, donc aussi beaucoup d'argent pour donner un projet au final qui est tout aussi... de même qualité. Ben c'est ça, tu sais, ou même de meilleure qualité. Ouais. Puis, on parle beaucoup du bois. C'est un matériel qui est renouvelable, donc souhaitable dans une perspective de développement durable. Est-ce qu'on voit aussi dans l'architecture, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans le contexte de la construction, est-ce qu'on voit de plus en plus justement le besoin de récupérer les matériaux puis d'intégrer des matériaux, par exemple, lorsqu'on fait une restauration de bâtiment ou qu'on veut amener une nouvelle vocation à celui-là, comme est-ce qu'on sent que c'est de plus en plus présent finalement le besoin de récupérer les matériaux qui sont déjà présents ou... La récupération des matériaux, c'est tout le temps quelque chose qui est assez difficile. C'est sûr que tu peux récupérer de l'acier d'un bâtiment avec une charpente d'acier en déboulonnant tout, mais il faut qu'il repasse dans tout le procédé de conception de l'acier. Ça fait que c'est quand même assez difficile à récupérer, mais c'est fait parce que ça vaut quand même beaucoup d'argent. Pour ce qui est des bâtiments patrimoniaux, les restaurations de bâtiments, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux. Démolir un bâtiment patrimonial, ça devrait même pas être légal. Là. Je veux dire, en ce moment, même si un bâtiment fait partie d'une liste de protection patrimoniale, ça veut rien dire parce qu'au final, la personne qui a le dernier mot, c'est la ville, puis elle peut soudainement décider qu'à place, elle veut construire un projet qui vaut un peu plus d'argent. T'sais. Mais c'est quand même quelque chose on a quand même beaucoup d'exemples au Québec de projets qui sont faits comme ça. Le CHUM, entre autres, a décidé de conserver plusieurs parcelles, en fait, des bâtiments patrimoniaux. Je pense pas que c'était des bâtiments patrimoniaux, je pense juste que c'était des bâtiments qui avaient quand même une belle valeur historique. Entre autres, un clocher d'église qu'ils ont mis à côté. Là, il n'est pas très bien intégré, ils l'ont juste flanqué à côté de l'hôpital. Il était supposé avoir une cage d'escalier ouverte au public à l'intérieur de ça, ça n'a jamais été fait, donc ça c'est vraiment dommage. Mais à l'intérieur même du CHUM, ils ont gardé des grands pans de murs qui viennent faire des séparations dans les espaces communs, puis c'est vraiment magnifique. Mais souvent on a tendance à faire du façadisme, donc juste de conserver la façade du vieux bâtiment puis venir mettre un beau bâtiment contemporain derrière ça. Puis ça, c'est pas conserver le patrimoine d'un bâtiment. C'est vraiment, c'est comme ça le dit, c'est une façade. Donc c'est vraiment une manière de venir camoufler quand même des mauvaises intentions quasiment derrière ça. Là. Donc je pense qu'il y a une vraiment meilleure manière de faire ça. Puis une bonne manière qu'on voit de plus en plus, c'est avec les églises. On en a tellement des églises qui servent à peu près plus à rien. Fait qu'est-ce qu'on peut faire avec elles? Il y a eu comme la bibliothèque Monique Corriveau, entre autres, que je vous ai parlé, là, qui a été une transformation d'église qui a vraiment réussi là, à faire quelque chose qui est de magnifique. Là. Okay. Donc, puis pour revenir au bois, en fait, donc oui, l'utilisation du bois, c'est une pratique qui est de plus en plus courante à cause, entre autres, de cette nouvelle appréciation-là des bâtiments durables. Il y a aussi un nouveau type d'habitation, là, les passive house, maisons passives. C'est un type d'habitation qui vient d'Allemagne, si je ne m'abuse, ou d'Autriche. Donc, c'est une certification, en fait, qui demande à ce que ta maison soit tellement bien isolée qu'il n'y ait aucune perte d'énergie. Donc, une maison passive, en ce moment, il y en a seulement une d'accréditée au Québec qui a reçu le papier, mais il y a beaucoup de projets de maisons passives qui vont jamais avoir le papier seulement parce que ça coûte cher avoir une accréditation. Puis, du moment que tu respectes la norme, tu n'as pas nécessairement besoin du papier pour prouver que tu as réussi, tu sais. Mais d'avoir une maison passive, ça te permet d'avoir des sauvegardes d'énergie d'environ 85-90%. C'est énorme, là. Il y a tellement peu de perte d'énergie qu'en hiver, tu peux chauffer ta maison avec ton sèche-cheveux. Donc, il n'y a rien qui sort de ces maisons-là. Il n'y a aussi rien qui rentre. Fait que ça prend des très bons systèmes de ventilation. Donc, ça coûte un peu plus cher, évidemment.
environ 20% plus cher construire une maison passive versus une maison là, qui respecte les normes québécoises normales. T'sais. Mais 20%, c'est quand même pas énorme quand tu dis que tu sauves après ça à peu près tous tes frais en électricité pendant l'année. Puis il suffit que tu te rajoutes avec ça des panneaux solaires qui sont de moins en moins chers ou de la géothermie verticale ou horizontale. C'est quoi la différence? Verticale, c'est dans le sol. Horizontal, si t'es sur le bord d'un lac par exemple, tu mets tes tuyaux dans le fond de l'eau puis ça vient prendre la chaleur qui se trouve là. Donc ça peut venir faire en sorte que tu n'as aucun frais qui va en chauffage, puis même ça peut te sauver beaucoup de frais aussi qui vont dans l'électricité pour le reste du bâtiment. Là. Donc c'est une stratégie qui est de plus en plus utilisée. Il y en a plein d'autres. Les bâtiments LEED, c'est pas seulement sur l'isolation, c'est aussi sur la qualité des matériaux, sur est-ce que tu rajoutes un espace vert à côté de chez toi. Sur, il y a plein de choses, plein de critères qui font en sorte que tu as un bâtiment LEED, or, platinum, name it. T'sais. Donc, c'est des stratégies qui sont de plus en plus courues par les gens qui font appel à des architectes. Puis je pense que c'est un des avantages de faire appel à un architecte, c'est qu'on connaît ces stratégies-là, puis on peut vous proposer des solutions à des envies que vous avez ou à des problèmes que vous avez. Tu sais, si vous voulez faire une différence vraiment pour l'environnement, ben, le bâtiment dans lequel vous vivez va faire une grosse différence. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, ça prend aussi beaucoup d'argent pour construire ça. Fait que tant qu'à faire un investissement, c'est l'investissement de votre vie. Qu'est-ce que ça représente de mettre 10% de plus sur le prix de votre maison, mais pour avoir un produit qui est vraiment, vraiment fidèle à vous, puis que vous allez aimer parce que vous allez avoir travaillé avec l'architecte sur ce projet-là pendant plus d'1 an. Vous n'allez pas vous promener comme sur le boulevard Arthur Sauvé pour voir ils sont où les meilleurs concessionnaires pour acheter une voiture en fin de semaine. Là. Tu vas vraiment avoir un projet que t'aimes. Puis, justement, je me demandais, cette espèce de personnalisation-là, est-ce que ça peut devenir un obstacle ensuite lorsque vient le moment de vendre cette maison-là? Parce que si la personne s'est fait construire puis a adapté la maison à ses besoins, est-ce qu'à un moment donné, on devient trop spécialisé? Je pense par exemple des fois au principe des principes de mini-maison, parce que ça a été une tendance qui a été vraiment forte récemment. Il est force de constater que lorsqu'on rentre dans ces maisons-là, elles sont parfaitement adaptées pour le besoin de la personne qui l'habite. Mais du moment que quelqu'un d'autre veut prendre possession de la maison, elle doit soit s'adapter vraiment beaucoup ou adapter la maison de façon vraiment considérable. C'est sûr que ça va dépendre à quel point cette maison-là va avoir été personnalisée. T'sais, si toi, tu es un guitariste, puis tu veux avoir une salle insonorisée chez toi, puis tu vas vraiment mettre beaucoup d'argent sur cette pièce-là, ben là, n'importe quel acheteur va pas nécessairement vouloir payer un peu plus cher pour avoir une maison qui contient une salle insonorisée d'enregistrement sonore. Là, t'sais. Mais dans la plupart des cas, les gens qui vont faire appel à des architectes vont vouloir une maison, oui, qui les représente, mais qui est surtout vraiment en lien direct avec l'environnement qui est autour, qui a des matériaux écologiques, qui a des espaces ouverts, qui est baigné de lumière, c'est des choses que beaucoup de gens aiment. Donc, est-ce que la maison va vraiment être tellement personnalisée que tu te sens quasiment mal d'arriver là quand c'est pas chez toi? Je pense pas. Mais effectivement, là, il y a certaines maisons qui sont commandés par des clients puis qui vont avoir des demandes vraiment, vraiment particulières. Puis dans ce cas-là, ben, c'est sûr que ça va peut-être être un petit peu plus difficile à vendre. Ou au contraire, si tu es une des seules maisons avec un studio d'enregistrement vraiment beau et fonctionnel, puis c'est une architecture qui te plaît beaucoup, ben toi, en tant que musicien, tu vois ça, tu vas vraiment être tenté de l'acheter aussi. Fait que tu viens de te trouver un acheteur qui est vraiment comment dire, qui est vraiment semblable à ce que toi t'étais quand t'as fait construire cette maison-là. Puis je pense, je reprends ton exemple de musicien avec sa salle d'enregistrement. Cette salle-là pourrait très bien servir à quelqu'un qui veveut se faire un cinéma maison, par exemple. C'est pas nécessairement un public tout le temps archi spécifique. C'est là. Ça, tu peux l'adapter après, là, selon c'est quoi la folie qu'il y a dans ta maison, ben tu peux l'adapter à toi, à tes propres goûts. Ben sinon, carrément faire appel à un designer ou un architecte, puis venir refaire
et pour avoir un petit peu plus de toi dans cette maison-là. Tu sais. Mais merci beaucoup, Patrice. Ça a été fait fort plaisir. intéressant, Ouais, fort merci beaucoup. instructif aussi. Je pense qu'on a Ouais. tous appris beaucoup à démystifier certaines choses. J'espère que vous en avez fait autant, chers auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Google Play, Podbeans et YouTube. Vous pouvez aller aussi aimer et partager notre page sur Facebook. C'est toujours très apprécié et ça nous permet aussi de se faire connaître. Je vous rappelle aussi les fameuses 5 étoiles pour déjouer les algorithmes sur Apple Podcast. La semaine prochaine, nous allons parler, nous allons faire un retour sur les élections. Nous allons parler de comment se forme un nouveau gouvernement, quelles sont les conséquences, selon nous, de l'élection avec Marc-André. Oui, puis on va aussi avoir Sarah qui était venue faire une émission sur le populisme qui va être là. Donc vous allez avoir 2 politologues pour le prix d'un pour analyser aussi un peu justement les résultats, vers où on s'en va. Disons, une élection assez étonnante qu'on a eue. Assez étonnant. Mais c'est ça, là on va y revenir un peu, mais on va focusser aussi surtout sur qu'est-ce qui s'en vient maintenant et pour les prochains mois. Je vous souhaite tous une très belle semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.